Magdalena Andersson, la première ministre social-démocrate, a eu des propos surprenants au sujet de l'immigration. L'intégration a été trop faible durant la forte vague d'immigration. La société a été trop faible. Les ressources allouées à la police et aux services sociaux ont été trop faibles. On a laissé la ségrégation s'ancrer à tel point que nous comptons désormais des sociétés parallèles en Suède. Nous vivons dans un même pays, mais dans des réalités complètement différentes. Magdalena Andersson, première ministre suédoise. Vous conviendrez que ce sont des propos inhabituels de la part d'une dirigeante social-démocrate. Qu'est-ce qui explique cette déclaration ? Pourquoi l'immigration embarrasse-t-elle la Suède, un des pays les plus accueillants au monde ? Des stats anxiogènes. La Suède a enregistré en 2021 pas moins de 335 fusillades pour un bilan meurtrier de 47 morts. Alors d'accord, comparé à l'Amérique latine et aux États-Unis, ça peut paraître dérisoire. Mais ramenez ce chiffre à son contexte. On parle de l'Europe, de la Scandinavie qui plus est. Aux États-Unis, rien qu'en 2020, les homicides et les fusillades ont coûté la vie à plus de 23 000 personnes, dont de très nombreux enfants, comme l'a tragiquement rappelé la fusillade du mois de mai dans une école primaire au Texas. Des crimes de haine contre la communauté afro-américaine, latino, juive, LGBT. Mais la Suède est le pays européen qui, du fait de la criminalité à l'arme à feu, affiche le taux de mortalité le plus élevé. Le taux de mortalité en Suède est de 4 personnes par million d'habitants par an, alors que la moyenne européenne n'est que de 1,6, soit entre 2 et 3 fois moins, 2,5 pour être plus exact. Et contrairement au reste de l'Europe, la tendance en Suède est à la hausse. Alors évidemment, la Covid et l'isolement qui en a résulté n'ont pas aidé. Une proportion élevée des morts qui sont recensées est due au suicide par arme à feu en nette augmentation durant la pandémie. Néanmoins, la probabilité qu'un homme d'entre 15 et 29 ans soit abattu est 10 fois plus élevée en Suède qu'en Allemagne. La Suède est en tête de l'Europe pour les fusillades mortelles selon un rapport. En moins d'une décennie, la Suède a dépassé l'Italie et les pays d'Europe de l'Est pour le plus grand nombre de fusillades mortelles en Europe. On ne parle pas que de pétoire. En 2019, le recours aux explosifs a été recensé à 260 reprises, une hausse de 60% par rapport à 2018. Et on n'a pas encore abordé le thème des violences sexuelles. La Suède a les taux de viol et d'agression sexuelle les plus élevés d'Europe. Certains essaient de faire le lien avec l'immigration, mais en réalité, les violences sexuelles sont antérieures au phénomène migratoire et n'ont pas connu de hausse particulière dans la foulée de cette vague d'immigration. D'ailleurs, les femmes ne sont pas les seules visées par des crimes de haine. Les minorités et les membres de la communauté LGBT sont aussi victimes de ces actes injustifiables. La situation actuelle soulève bien des questions. Si on se penche sur le taux de criminalité en Suède, il n'est pas particulièrement élevé. Il se situe dans la moyenne européenne. Le pays est donc confronté à une vague de violence spécifiquement liée aux armes à feu, aux explosifs, aux violences sexuelles et aux crimes de haine contre des minorités. À tel point que la sécurité est devenue la principale préoccupation des Suédois. Alors comment expliquer ce phénomène de violence en Suède ? Mais déjà, 8 fusillades sur 10 proviennent du milieu du grand banditisme. On pourrait s'en douter, mais comme on a pu le voir aux États-Unis, de nombreuses tueries sont commises par des personnes sans casier judiciaire ou sans affiliation particulière avec une organisation criminelle. Ce qui est plus gênant en Suède, c'est que 53% des individus qui ont été appréhendés et condamnés à de lourdes peines pour appartenance au crime organisé sont nés à l'étranger. Un pourcentage qui monte à 90% si l'on mesure la part des personnes qui ont participé à des fusillades et qui sont soit nées à l'étranger, soit issues de la seconde génération d'immigrés. Alors, c'est très touchy et on aimerait éviter de sauter aux conclusions hâtives. On se doit de préciser quelques notions. Déjà, chez Diplo, on est en faveur de la libre circulation des hommes et des femmes. On est convaincu que l'immigration peut être un puissant moteur de prospérité. S'il y a un lien statistique entre immigration et criminalité, il s'agit d'une corrélation et non d'une causalité. Mais la hausse de l'immigration n'explique pas la hausse de la criminalité. Ici, joue une variable explicative cachée sur laquelle on reviendra plus tard. Dans cette vidéo, nous voulons mettre en évidence les facteurs qui ont pu entraver l'intégration pleine et entière de milliers de migrants qui avaient choisi la Suède comme destination. Qu'est-ce qui différencie la Suède de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou même des États-Unis, des pays mondialement réputés pour leur politique d'immigration ? Pourquoi la première ministre a-t-elle tiré la conclusion suivante ? La première ministre suédoise affirme que l'intégration des immigrés a échoué, alimentant la criminalité des gangs. Ou est-ce que la Suède a échoué ? Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics ? On regarde ça avec sérénité. Une politique contre-productive.
La variable explicative cachée dont on vous parlait tout à l'heure, c'est l'exclusion sociale. Oui, la pauvreté joue un rôle déterminant dans la radicalisation de la violence, mais elle n'est pas le seul facteur. Surtout qu'ici, on parle de la Suède, un champion de la redistribution des richesses. Et bien que cela puisse paraître contradictoire, la première ministre estime que ces prestations sociales ont contribué au délitement de la situation sécuritaire en Suède. Et tenez bien en compte qu'elle est issue du parti social-démocrate. La Suède mène une politique sociale très généreuse. Les demandeurs d'asile peuvent prétendre à quelques prestations avantageuses. Il y a une aide sociale en particulier qui se démarque des autres, les allocs familiales. En 82, la Suède a dû faire face à un taux de natalité en déclin. Pour y remédier, l'État a proposé des aides substantielles pour encourager les ménages à fonder des familles, nombreuses de préférence. Et on ne vous parle pas d'un chèque remis à la naissance et puis basta. On vous parle d'un système d'allocation qui se met en place dès votre naissance jusqu'à vos 16 ans, voire jusqu'à 20 ans dans certains cas. Et on crache pas dessus, 1250 couronnes, soit 120 € par mois. Comme les familles issues de l'immigration ont en moyenne plus d'enfants, cette aide constitue un sacré coup de main. Et c'est une aide parmi tant d'autres. La Suède propose aussi des APL et des HLM aux populations les plus défavorisées, parmi lesquelles on retrouve évidemment les immigrés. Il existe aussi des aides financières directes pour les demandeurs d'asile. Et en toute sincérité, c'est admirable. La Suède, aux côtés de la France, est dans le haut du classement des pays les plus égalitaires en ce qui concerne les aides sociales. Mais alors quel rapport avec le sujet de notre vidéo ? Toujours selon le parti social-démocrate, le marché du travail aurait été directement impacté car de très nombreuses personnes ont considéré ces aides comme leur source principale de revenus et non pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une source de revenus auxiliaire. Les femmes sont celles qui souffrent le plus de cette situation car ces prestations sociales découragent les cellules familiales patriarcales de la nécessité de permettre à leurs épouses, leurs filles ou leurs sœurs de travailler. Or, l'insertion professionnelle est un facteur clé de réussite que l'on soit originaire du pays ou immigré. Selon Eurostat, l'équivalent de l'INSEE à l'échelle de l'Union européenne, en Suède, le taux d'emploi des femmes nées à l'étranger est inférieur de près de 20 points à celui des femmes nées en Suède. Alors évidemment, il y a d'autres variables qui comptent pour beaucoup. C'est le cas par exemple de la barrière linguistique. Sauf que 90% des Suédois parlent l'anglais. Mais encore faut-il pouvoir parler anglais. Mais alors pourquoi est-ce que ce sont uniquement les femmes immigrées qui sont concernées par ces barrières linguistiques et non les hommes ? D'autre part, ces aides sociales créeraient un sentiment de sécurité financière chez les ménages qui en bénéficient et nombre d'entre eux renonceraient en conséquence à s'insérer sur le marché du travail. C'est ce qui aurait mené à la création d'une économie informelle, mais de là à favoriser l'essor des activités illicites et donc conduire à l'émergence d'un tissu criminel au sein de la société, le lien est loin d'être évident. Aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, le taux d'emploi des populations immigrées est plus élevé que celui de la population autochtone. En Australie et au Canada, ce taux ne présente qu'un écart de 3,4 et 1,7% respectivement en faveur des autochtones. En Suède, cette différence est de 15 points. C'est plus un écart, c'est un fossé. Le contact avec la société suédoise s'en est trouvé tout autant réduit. Ajoutez à cela le fait que les migrants aient été concentrés dans des logements sociaux en périphérie des villes et on obtient le mélange idéal pour voir apparaître une délinquance de rue pour une jeunesse désœuvrée et mise à l'écart. Rien qu'à Stockholm, on recense 60 gangs et bandes criminelles. Une autre lecture de la situation, c'est que malgré les progrès évidents dans la construction d'un État-providence, la société suédoise est divisée sur la question migratoire. On observe une montée de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme ces dernières décennies, et ce, avant le phénomène migratoire. La jeunesse issue de l'immigration est mise à l'écart et rencontre des difficultés pour s'insérer sur le marché du travail. Forcément, le chômage, l'ennui, la mise à l'écart et le ressentiment que celle-ci induit ne créent pas les conditions favorables à leur épanouissement. On suggère que ceux qui bénéficient des aides sociales manquent de volonté et se conforment à l'idée de vivre comme des rentiers. La vérité, c'est que bon nombre d'entre eux appartiennent à des catégories socio-économiques défavorisées et doivent en parallèle gérer le traumatisme de la guerre ou de la misère qu'ils ont fui. Ça prend du temps de s'en remettre et de réintégrer le marché du travail. En plus, comparer l'Australie et la Suède n'est pas réellement pertinent. L'économie australienne n'a pas besoin d'une main-d'œuvre très qualifiée. Or, l'économie suédoise s'est considérablement tertiarisée. C'est d'une main-d'œuvre qualifiée qu'elle a besoin. Et tout comme les Français, la société suédoise est très regardante sur les diplômes universitaires. Donc oui, l'arrivée massive de migrants non anglophones, non diplômés, avec le traumatisme de la guerre qu'ils ont dû fuir, et certes avec des codes culturels qui leur sont propres, c'est pas un cadre idéal pour une intégration réussie. Maintenant qu'on a survolé les causes qui ont mené à la dégradation de la situation sécuritaire en Suède, quelles sont les solutions que le gouvernement souhaite mettre en œuvre pour remédier aux problèmes ? Un virage à 180 degrés, des résultats désastreux.
Même si le Parti social-démocrate est resté au pouvoir, la politique migratoire suédoise est devenue beaucoup moins conciliante ces dernières années. On observe une crispation de la société dans son ensemble sur la question migratoire et l'extrême droite a le vent en poupe. Loin sont les jours où la Suède faisait les gros titres en devenant le pays qui accueillait le plus de réfugiés syriens par rapport à sa population. On vous parle de 2015. Alors ne soyons pas candides. L'accueil de migrants est un message politique tant pour l'électorat que pour la communauté internationale. En Suède comme ailleurs, les candidats syriens à l'asile ont effectivement bénéficié de la clémence de Stockholm au détriment d'autres candidats comme les Afghans. Un peu comme en France aujourd'hui avec les Syriens qui se font doubler par les Ukrainiens. Aujourd'hui, voilà ce qu'on trouve dans la presse. Même la Suède ne veut plus de migrants. À présent, le gouvernement a durci sa législation. La nouvelle loi suédoise sur l'immigration rend la résidence permanente plus difficile pour les réfugiés et les visiteurs. Cette nouvelle loi dispose que tout étranger hors demandeur d'asile souhaitant obtenir un permis de travail pour s'établir en Suède devra au préalable présenter un contrat de travail. Le parcours des migrants pour accéder aux prestations sociales sera davantage contrôlé pour éviter les abus. Les autorités exigent à présent que les migrants résident au moins 3 ans en Suède pour acquérir un permis de résidence permanent. En parallèle, ils devront à présent justifier d'un revenu minimum de 810 € mensuels. La Suède n'a fait que répliquer le modèle déjà en vigueur dans une vaste majorité de pays européens. Pourtant, on vous avait dit qu'il n'y avait pas de lien direct entre immigration et insécurité. En modifiant sa politique migratoire, la Suède élude complètement le sujet qui préoccupe tant sa population, la radicalisation de la violence. Les politiques de logement et d'aide sociale déjà distribuées restent les mêmes. Le gouvernement semble ignorer la question de l'emploi chez les jeunes issus des quartiers défavorisés. L'éducation, un autre secteur prioritaire, reste dans l'angle mort de Stockholm. En réalité, derrière ces décisions politiques, il y a des calculs purement électoraux. En s'attaquant aux migrants, le Parti social-démocrate satisfait l'électorat conservateur et en maintenant le niveau des prestations sociales, il s'assure aussi les votes des communautés marginalisées. Les médias n'aident pas non plus. Ils évoquent des no-go zones dans les quartiers où la population immigrée est majoritaire. Un peu comme ce journaliste de Fox News qui s'était rendu à la porte de la Chapelle à Paris avec un gilet pare-balles. Rappelons que ces dernières années, un personnage particulièrement polémique fait parler de lui en brûlant des Corans. En Suède, un militant d'extrême droite brûle un Coran. Des affrontements éclatent. Beaucoup ont été scandalisés du nombre élevé de blessés au sein des forces de l'ordre, pas moins de 26 policiers. Les émeutiers étaient surtout remontés contre les pouvoirs publics pour avoir autorisé Rasmus Paludan à brûler des Corans. On peut effectivement s'abriter derrière la liberté d'expression, mais l'insulte aux croyances religieuses a profondément meurtri les communautés visées et constitue une véritable provocation. Suffit de vous mettre à leur place. Un appel à la haine, qui plus est toléré par les autorités, c'est rarement une main tendue pour bâtir un avenir ensemble. Pour beaucoup de personnes qui ont succombé à l'extrême droite, les migrants en provenance du ANMO, Afrique du Nord et Moyen-Orient cherchent à imposer leurs coutumes et traditions. La fumeuse théorie du grand remplacement. Ce discours catastrophiste et haineux se reproduit dans toutes les sociétés. Aux États-Unis, on parle des bad hombres. Ces latinos qui viennent violer vos femmes et siphonner vos jobs. Violent comme discours, hein. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression de vous y reconnaître un peu? Dites-nous ce que vous en pensez et à la prochaine.